Dans cette vidéo, on va parler de manipulation de fichiers, de lecture, d'écriture dans des fichiers. Alors pourquoi on a besoin de fichiers? Tout simplement parce que quand on programme, on manipule des variables. Ces variables, elles sont stockées sur la RAM, mais dès qu'on réutilise ces variables, ou bien tout simplement dès que le programme est terminé, ces données disparaissent, elles sont perdues. On a besoin, bien sûr, dans la plupart des applications, de conserver de l'information de manière permanente. Et d'autre part, on a aussi souvent besoin d'informations qui viennent de l'extérieur, donc de lire des fichiers qui viennent de l'extérieur de notre programme. La première chose à comprendre avant de savoir comment on manipule des fichiers en Python, c'est de savoir comment on nomme des fichiers, en Python ou pas en Python d'ailleurs. Donc il y a deux façons de nommer les fichiers à partir de l'endroit où on les traite. Il y a un nommage absolu et un nommage relatif. Le nommage absolu, c'est en utilisant l'arborescence complète depuis ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire depuis le répertoire principal racine de votre ordinateur. Donc un chemin absolu, ça ressemble à ça. Si vous êtes sur Linux ou sur Mac, la liste des répertoires séparés par des slash et puis le nom du fichier. Et puis si vous êtes sur Windows, on met en général le nom du lecteur. Donc si c'est votre disque dur principal, en général ce lecteur s'appelle C, donc C deux points, et puis pareil, le chemin, soit avec des slash, soit avec des doubles anti-slash de cette façon-là. Concrètement, par exemple, là, donc ce que je vois à droite ici, ce fichier qui est le notebook Jupyter que je suis en train de vous montrer, donc je regarde les propriétés, et donc son chemin absolu, c'est le répertoire home à partir de la racine, puis le répertoire Tanier, dans ce répertoire Tanier, répertoire TMP, dans ce répertoire TMP, le répertoire Python, et dans ce répertoire Python, je trouve ce fichier. Pour savoir ça, pour savoir où on est dans un répertoire, avec Linux par exemple, vous pouvez utiliser la commande pwd dans un terminal et vous pouvez même le faire depuis Jupyter en précédant votre commande d'un point d'exclamation. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là. Point d'exclamation pwd et vous connaissez le chemin absolu de votre répertoire. L'autre façon de nommer des fichiers, c'est un nommage relatif, c'est-à-dire par rapport au répertoire courant. Donc mon répertoire courant, c'est bien celui-là. Donc c'est celui que je vous montre à droite. Le nommage relatif, c'est plus en fonction de la racine, mais en fonction de ce répertoire courant. Donc si je veux un fichier qui est dans le répertoire courant, alors je vais mettre directement le nom du fichier, ou alors je peux aussi écrire point slash. Point slash, ça veut dire point, c'est le répertoire courant dans lequel je suis, et slash, c'est le séparateur de répertoire. Donc point slash haiku.txt ou bien haiku.txt, ça en revient au même. Supposons que dans mon répertoire courant, j'ai un répertoire court qui contient le fichier que je suis en train de chercher. À ce moment-là, je vais faire court slash haiku.txt. Supposons maintenant que ce soit un répertoire en dessous, c'est-à-dire le répertoire parent du répertoire courant. Dans ce cas-là, je fais point point. Point point, ça veut dire répertoire parent slash haiku.txt. Point point slash court slash haiku.txt, ça veut dire le répertoire frère, c'est-à-dire je recule d'un cran, puis je vais dans le répertoire court, puis dans haiku.txt. Je peux reculer de plusieurs répertoires, je peux modifier, me promener dans l'arborescence de façon infinie. Ça veut dire je recule d'un cran, je recule d'un cran, je recule d'un cran, et j'ai un fichier haiku.txt. Chaque type de nommage a ses avantages et ses inconvénients. Le nommage absolu, si je déplace mon programme dans mon arborescence, rien ne va changer, je pourrai toujours accéder à mon fichier. Tant que le fichier ne bouge pas et tant que je suis sur cette machine, je peux accéder à mon fichier de façon sûre et certaine. En revanche, si je prends mon programme et que je le donne à quelqu'un d'autre, le nommage absolu devra être changé puisque ce ne sera pas le même chemin sur sa machine. Le nommage relatif, c'est un petit peu le contraire. Si je déplace le programme et pas les fichiers, à ce moment-là, mon nommage relatif, il est changé, puisque le chemin pour aller du répertoire courant au fichier va être modifié. En revanche, si je fais bien attention à modifier, à déplacer à la fois mes fichiers et mon programme, et je peux le donner à quelqu'un d'autre, et puis si les chemins relatifs ne bougent pas, à ce moment-là, tout est préservé, j'ai pas à faire de modification à mon programme.
Quand on nomme des fichiers, il y a des caractères qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est des choses que vous savez probablement déjà. On ne peut pas utiliser ce genre de caractères, par exemple. Par contre, certains caractères qui sont autorisés, je pense qu'on peut déconseiller de les utiliser, en particulier les caractères accentués. Parce que si vous transportez votre fichier d'un système d'exploitation à un autre, par exemple de Windows à Linux ou de Windows à Mac, les systèmes d'exploitation étant différents, souvent les encodages sont différents et donc les caractères accentués pourront vous occasionner de mauvaises surprises. Donc un bon conseil, c'est d'éviter tout simplement de les utiliser. Alors concrètement maintenant, comment est-ce qu'on lit des fichiers? Alors on va partir de fichiers textuels, c'est-à-dire des fichiers qui contiennent uniquement du texte. Donc on va partir du principe que j'ai mon fichier qui est ici, donc je vous rappelle que mon répertoire courant c'est celui que je vous montre à droite. À l'intérieur de ce répertoire courant, j'ai un répertoire qui s'appelle Files, et puis à l'intérieur de ce répertoire Files, j'ai un fichier qui s'appelle haiku.txt. Mon fichier haiku.txt, il contient 3 lignes de texte que je vous laisse lire ici. Donc je vais ranger ce fichier en bas à droite et puis je vais essayer de lire ce fichier en Python. Donc comme je vous l'ai dit, je retourne ici. On va faire un nommage relatif. Donc mon répertoire courant, c'est ici. Donc mon nom de fichier, ça va être files, parce que c'est dans le répertoire files, / haiku.txt. Donc je vais dans le répertoire files et ensuite je lis haiku.txt. J'ouvre le fichier avec la fonction open. Donc j'appelle mon fichier fin, c'est un nom de variable, hein, je l'appelle comme je veux. J'ouvre nom de fichier avec ces caractères, avec ces paramètres que je vais vous expliquer tout de suite. Là, j'ai ouvert mon fichier et la commande que je peux faire dans la foulée, c'est la fermeture, puisque à la fin de la lecture, je vais devoir le fermer. Donc je pense tout de suite à fermer mon fichier et puis ma lecture va s'insérer entre les deux. Donc ici, mon deuxième argument à ma fonction open, c'est un R. Pourquoi? Parce que je lis en lecture, donc read en anglais. Donc je veux ouvrir mon fichier en lecture. Et donc si je veux écrire, ça sera un W comme on le verra tout à l'heure. Le deuxième argument, c'est l'encodage. Donc on fera une vidéo spéciale sur les encodages, mais l'encodage le plus général et qui se généralise de plus en plus, c'est l'encodage UTF-8. Donc nous, on va manipuler des fichiers dans la mesure du possible en UTF-8 et je vous laisse vous renseigner par vous-même ou bien regarder la vidéo associée pour en savoir plus sur les encodages. La façon la plus simple et directe de mettre dans une variable le contenu d'un fichier textuel, c'est d'utiliser la méthode read de cette façon-là. Donc fin.read, ça va tout simplement prendre le contenu textuel du fichier et le mettre dans la variable contenu. Donc là, si je fais print contenu, j'obtiens bien le fichier, le contenu du fichier que je vous ai montré tout à l'heure. J'en profite pour vous rappeler que là, dans ces chaînes de caractères, à la fin de chaque ligne, on a un caractère retour chariot. D'ailleurs, si je l'affiche de cette façon-là, on va le voir. Voilà. Donc là, on a à chaque fois un anti/n. L'anti/n, c'est le caractère spécial pour signifier un passage à la ligne. Donc le passage à la ligne, c'est bien un caractère à part entière. Simplement, quand on fait print, la fonction print remplace l'anti/n par un véritable passage à la ligne. Parfois on est obligé de faire un open et un close, mais il y a une manière plus récente et plus simple de s'y prendre avec le bloc with. Donc je vais reprendre la même chose, mais en utilisant un bloc with. Donc au lieu de faire un open et un close, on fait with open, la même fonction as fin. Donc ça veut dire que je crée une variable fin qui est le résultat de cette fonction open. Je mets mes instructions dans le bloc with avec les indentations qui vont bien et puis je me dispense du close puisque tout simplement il y aura un close à la fin du bloc.
tout ce qui a besoin du fichier doit être à l'intérieur du bloc, et à la fin du bloc, le close est automatique. Voilà, donc ça m'évite d'oublier le close, et en plus c'est peut-être une façon un peu plus simple et un peu plus lisible d'ouvrir des fichiers et de manipuler des fichiers. Donc là évidemment le résultat est le même. Donc ça c'est la manière vraiment la plus rapide, la plus immédiate d'obtenir le contenu du fichier. L'inconvénient c'est que souvent on veut séparer le contenu du fichier en ligne, et là il va falloir faire une opération supplémentaire pour faire cette séparation en ligne. Et puis un autre inconvénient qui peut être très important, c'est que là on va charger tout le fichier en mémoire. Et si ce fichier est très gros, ça peut être impossible, ou en tout cas très long, de contenir ce fichier dans la mémoire de l'ordinateur. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on utilise des fichiers aussi, c'est parce que dans un fichier on peut mettre beaucoup plus de contenu que dans la mémoire vive de l'ordinateur. Donc une façon de faire qui résout le premier problème mais pas le second, c'est d'utiliser à la place de read, d'utiliser readlines. Et là ce qu'on voit c'est que le contenu final c'est plus une chaîne de caractères, c'est une liste qui contient les lignes. C'est-à-dire que là, on avait 3 lignes dans mon contenu et on a une liste de 3 éléments. D'accord? Pour être plus clair, si j'affiche le premier élément, c'est la première ligne. Si j'affiche le deuxième élément, c'est la deuxième ligne. Si j'affiche le troisième élément, c'est la troisième ligne. D'accord? Donc ça nous permet de faire quelque chose comme ça, par exemple. Et on a déjà nos lignes à notre disposition. Voilà. Pardon. Si en revanche on veut lire le fichier ligne par ligne et non pas le garder en mémoire, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, si je reprends, c'est utiliser une boucle for directement, for ligne in fin, et donc là on ne met pas du tout le contenu du fichier en mémoire d'un seul coup, on lit vraiment le fichier ligne par ligne. Donc je peux par exemple faire print ligne de cette façon-là. Voilà. Donc on a le même résultat que précédemment. La différence, c'est qu'à aucun moment, il y a une variable qui contient le contenu du fichier. Donc c'est une façon de faire qu'on va souvent mettre à profit, parce que c'est une façon de faire relativement simple et directe quand on veut lire un fichier ligne par ligne. Et enfin, je peux faire un peu plus dans la dentelle et lire des portions de contenu. Donc, par exemple, je peux utiliser ma fonction read, mais au lieu de l'utiliser sans paramètre, j'utilise le paramètre un nombre qui est le nombre de caractères que je veux lire. Donc par exemple 4. Si je fais print contenu, j'aurai les 4 premiers caractères de mon fichier. Et si je fais une nouvelle fois ensuite read 6 par exemple, j'aurai les 6 caractères suivants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu 4 caractères, on a un curseur dans le fichier qui se positionne aux 4 caractères, et le prochain appel à la fonction read part de ce niveau-là. Et puis on peut aussi lire une seule ligne. Au lieu d'utiliser readlines comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut utiliser readline sans S. Et à ce moment-là, on lit la première ligne. Et donc comme tout à l'heure avec read, si je fais ça 2 fois, je lis la première, puis la deuxième ligne. Voilà, rien de compliqué là-dedans. Et pour écrire dans un fichier, c'est encore plus simple. Donc, supposons que je veux écrire dans un fichier, dans mon répertoire files, encore une fois, je veux écrire un fichier qu'on va appeler test.txt. Donc, cette fois, pour écrire, je vais encore utiliser la méthode open, mais cette fois en mode lecture, donc W pour write. Write, ça veut dire j'ouvre en écriture et j'écrase le fichier s'il existe. D'accord? Donc si le fichier existe déjà, même s'il a un contenu, il sera écrasé, c'est-à-dire que son contenu précédent va être effacé. Je donne un nom à cette variable, je l'appelle fout, et je vais cette fois utiliser la méthode write. Donc j'écris, donc je vais écrire ceci est
la première ligne du fichier, passage à la ligne, donc anti/n, et puis je vais écrire une deuxième fois, ceci est la seconde ligne, passage à la ligne de nouveau. J'exécute ça, et donc si je vais voir dans mon répertoire Files, voilà, maintenant j'ai un fichier test.txt qui n'était pas là tout à l'heure et qui vient d'apparaître, et dedans j'ai bien ceci est la première ligne du fichier, ceci est la seconde ligne. Si j'exécute à nouveau, donc je vais un peu modifier juste pour montrer ce qui se passe, j'exécute à nouveau, et donc si j'ouvre de nouveau le fichier test.txt, on voit que le contenu précédent a été écrasé, et le nouveau l'a remplacé. Donc ça, c'est parce que j'ai mis l'argument W pour write, et donc pour écraser. Si c'est pas ce que je souhaite, si ce que je souhaite c'est ajouter du texte à un fichier déjà existant, j'utilise le mode A pour append. Et là, on va ouvrir le fichier en écriture, mais en mode ajout, c'est-à-dire qu'on va conserver l'existant. Donc là, nouvelle ligne du fichier, et encore une ligne. Je vais exécuter ça. Je vais voir dans mon fichier test, et effectivement, on voit que le contenu précédent est resté, et le nouveau s'est ajouté par-dessus. Bon, là, on vient de voir l'essentiel pour lire et écrire dans un fichier textuel. On n'a pas forcément que du texte à mettre dans des fichiers. Donc on verra plus tard comment on fait pour mettre des objets Python, par exemple des listes, par exemple des dictionnaires, par exemple des entiers, dans un fichier. C'est une manière un petit peu différente, mais le principe de l'écriture et de la lecture reste le même. Pour terminer, on peut passer en revue quelques opérations qu'on peut faire sur les fichiers et les répertoires, quelques opérations parmi de nombreuses fonctions qui sont fournies en particulier par les modules OS, os.pass et chutile pour travailler avec des fichiers et des répertoires. Donc là, on va voir peut-être les principales. Donc je commence par importer les modules OS et os.pass. Alors, on peut d'abord se déplacer dans l'arborescence. Je vous ai dit tout à l'heure que pour connaître le répertoire courant en Linux, c'était pwd. Bon, en Python, on peut faire ça indépendamment du système d'exploitation avec os.getcwd. Donc j'obtiens le répertoire courant, le même évidemment que celui que je vous ai montré tout à l'heure. On peut changer de répertoire courant avec chdir. Donc ici, je dis que je recule d'un cran puis de 2 crans. Donc au lieu d'être dans Home, Tanier, TMP, Python, je vais reculer de 2 crans et donc je vais être dans Home, Tanier. Donc mon nouveau répertoire courant, c'est Home, Tanier. Je peux utiliser join pour construire un chemin. Donc là, je vais construire un chemin basé sur ces 4 répertoires. Et donc, j'obtiens ce chemin-là. J'ai ensuite plusieurs fonctions qui me permettent de vérifier qu'un fichier ou qu'un répertoire existe. Donc os.pass.exist me répond false si le fichier n'existe pas et vrai si le fichier existe. Donc là, j'en profite pour vous montrer. Donc là, je suis dans files haiku, c'est un hommage relatif. Et là, ce fichier n'existe pas. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que j'ai changé de répertoire tout à l'heure. Donc mon répertoire courant, c'est Home Tanier. Donc le répertoire files n'existe pas dans Home Tanier, donc ce fichier haiku n'existe pas. Donc pour rétablir cette situation, je vais de nouveau faire un chdir. Et dans ce cas-là, mon nommage relatif, mon fichier en chemin relatif existe puisque je suis bien dans Home Tanier TMP Python. Donc là, dans ce répertoire-là, qui contient bien un répertoire files, qui contient bien un fichier haiku.txt. Donc je suis revenu à la situation précédente. Plus précis que existe, on a isFile et isDir, qui, comme leur nom l'indique, disent vrai ou faux si le fichier non seulement existe, si l'élément non seulement existe, mais en plus est un fichier ou est un répertoire. Dirname et basename. Donc dirname renvoie le répertoire qui contient le fichier qu'on passe en paramètres. Et basename renvoie au contraire juste le nom auquel on a enlevé le répertoire. Donc ça sert à segmenter un chemin en répertoire et nom de fichier.
Je peux aussi parcourir, créer, supprimer des répertoires. Donc par exemple, j'ai os.listDir qui me permet de faire la liste des fichiers qui sont contenus dans un répertoire. Donc dans ce répertoire dans lequel on est, c'est-à-dire files, j'ai bien mes deux fichiers haiku.txt, test.txt qu'on a créé tout à l'heure. Et puis je peux vouloir créer un nouveau répertoire avec la fonction mkdir, make directory. Donc supposons par exemple que là dans Files, je veux créer un nouveau répertoire, je vais l'appeler nouveau répertoire. Donc une façon un peu classique de s'y prendre, c'est de vérifier d'abord que ce répertoire existe, sinon mkdir va produire une erreur si le répertoire existe déjà. Donc os.pass.isdir, donc je vérifie que qu'il n'existe pas déjà. S'il n'existe pas déjà, je le supprime. Et sinon, je le crée et après je vérifie qu'il existe ou pas. Donc là, je vais créer un nouveau répertoire. Donc il me dit bien qu'il existe. Et puis à droite, vous l'avez vu apparaître, nouveau répertoire qui vient d'être créé avec ma commande Python. Voilà pour les bases de l'analyse de fichiers. Donc je vous invite à consulter les documentations de ces trois modules, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, et puis à poser des questions et à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour manipuler des fichiers et des répertoires, et ce que vous voulez faire est probablement possible avec des fonctions d'un de ces trois modules ou bien d'autres.